Alors bonsoir et bienvenue à cette rencontre d'auteurs. Et plus qu'une rencontre, j'aurais envie de dire un lancement. Alors un événement heureux. C'est toujours pour moi, depuis 20 quelques années, d'animer des causeries lancements parce que c'est un accouchement. Quelque chose arrive, un livre, et puis on est là pour en discuter, et puis c'est comme un événement vraiment, vraiment heureux. Alors, je m'appelle Patricia Powers, je suis animatrice de rencontres d'auteurs, je suis contente de vous voir. Et là, ce soir, ben écoutez, quel beau sujet. La puissance de l'intelligence émotionnelle. Quel beau livre. J'ai lu avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Et elle signe ce livre-là. C'est toute une dame. C'est quelque chose. Il faut lire le CV en arrière aussi à la fin du livre. Alors, avec beaucoup de plaisir, on reçoit Monica Simeonato. Et pour son livre La puissance de l'intelligence émotionnelle, devenez un leader authentique dans votre vie professionnelle et dans notre vie sociale, je rajouterais aussi. Oui. Après la lecture. Alors, Monica, bienvenue. On l'applaudit. Patricia, avant de commencer, je veux vraiment te remercier pour être ici et pour avoir lu le livre. Donc ça, c'est important parce que Patricia a eu peu de temps et elle a lu tout le livre. Donc, merci beaucoup. Merci. J'ai eu du temps. Oui. Pas eu peu de temps. J'ai eu du temps pour le lire. Merci aussi à la librairie Poirier pour avoir organisé cet événement. Et je veux vous remercier parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup d'amis. Donc, merci à mes amis. Mais il y a aussi beaucoup de personnes que je ne connais pas. Et donc, ça me touche énormément parce que je sais que mes amis sont mes amis. Mais vous qui n'êtes pas encore mes amis et vous êtes ici, eh bien, je suis touchée exactement. Donc, merci. Alors, ben oui, ils vont devenir tes amis. Mais tu sais, ici à la librairie Poirier, Monica, on fait beaucoup de causeries. On reçoit beaucoup d'auteurs, on fait des causeries et les gens viennent puis aiment assister à ce moment-là. Alors, bienvenue. Merci. Et j'ai pris tout le temps qu'il fallait parce que je dois te dire que je lis tous mes livres, même si j'ai 3 entrevues dans la semaine. Ce qui fait que parfois, je fais sonner le cadran à 3 heures du matin. Non. C'est arrivé pour le vrai. Tu sais, là, quand tu as 3-4 entrevues avec des livres à lire, des entrevues de plus de 40 minutes, c'est pas un petit 5 minutes à la radio, C'est quand même, faut prendre le temps. Alors, Monica, écoute, je disais, tu as tout un parcours. Tu as un grand parcours. D'abord, tu es anthropologue. Oui. Tu as une maîtrise en journalisme. Oui. Tu parles combien de langues? Je parle 6 mélangés. Et en fait, ça, c'est une prémisse importante à faire. Peut-être que je fais des fautes quand je parle en français. Ça, je le dis tout le temps pendant mes conférences. Donc, peut-être que je fais des conjugations qui sont... que je me trompe. Tu veux dire. Exactement, Bon, tu voilà. vois. Donc, je fais plein de fautes, mais on laisse tomber parce qu'on prend le contenu. C'est comme si on prend la lune et pas le doigt qui montre la lune. Donc, excusez-moi, parce que vraiment, c'est des salades de langue dans la tête et je dois choisir. C'est varié. C'est varié. C'est très varié. Alors, ta langue maternelle, c'est l'italien? Oui, moi, je suis italienne. Tu es italienne et ton conjoint, je crois qu'il est brésilien. Oui, il est brésilien. Alors, tu parles portugais aussi? Oui, je parle portugais brésilien parce que c'est un petit peu différent du portugais du Portugal, si on le connaît. Et je parle anglais et le français mal, comme vous. Non, si je parlais 2 mots de portugais, comme toi, tu parles, je considérerais que j'ai quand même fait un bout puis j'ai appris. Mais toi, tu parles très bien. Oui, mais je trouve que ce que tu as touché, par exemple, l'anthropologie, c'est vraiment ma passion. Donc, même si j'ai d'autres diplômes, en fait, moi, j'adore l'anthropologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'étude de l'être humain. Voilà. Et ce n'est pas du point de vue... Tu sais, comme dans la psychologie, souvent, on va voir du point de vue clinicien ou pathologique. Mais quand on est anthropologue, en fait, on va voir des gens qui sont plutôt sains, mais on les étudie. Et moi, je trouve ça fascinant. Et en fait, c'est pour ça que j'ai entrepris les études d'anthropologie parce que j'adore comprendre qui je suis, comment je suis et pourquoi l'environnement a une influence énorme
sur mon comportement. Sur ce que nous sommes. Exactement. Et comment la société, justement, comme tu dis, interagit à l'intérieur. Et tu dis, à un moment donné, justement, tu dis, dans ton livre, rester humain avant toute chose, en toutes circonstances. Rester humain en toutes circonstances. Parce que là, il est question de leadership. Oui. Dans ce livre-là. Il est question de leadership à travers l'intelligence émotionnelle. Comment s'en servir lorsqu'on est leader, en fait, gestionnaire, entrepreneur, bref, dans un contexte. Alors, rester humain en toutes circonstances, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ça, comment je dirais, ça continue, hein? Ça poursuit ce que tu es en train de dire. Oui, ça continue. Et des fois, c'est difficile de rester humaine parce qu'en fait, il y a beaucoup, surtout dans ce moment-là historique, il y a quand même beaucoup de situations que nous tirent vers des situations qui ne sont pas humaines. Donc, par exemple, on est en train de externaliser des fonctions qui sont tout à fait humaines, comme par exemple la mémoire, mais aussi la prise de décision. Donc, ce n'est pas anodin, des fois, d'écouter des gens qui disent « Eh bien, avant de prendre la décision, je me suis consulté avec ChatGPT. » Et si vous vous rappelez, l'année passée, il y avait aussi un cas très, très important qui est sorti dans les journaux où il y avait quelqu'un qui s'est tué. Parce que, est-ce que vous vous rappelez de ce cas-là? Parce qu'en fait, il était en amitié avec ChatGPT et lui parlait de sa situation, de sa douleur psychologique, intérieure, existentielle. Et à un certain point, il a demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il pensait. Et ChatGPT a dit, oui, en fait, si tu prends cette décision, c'est la seule décision que tu pourrais prendre. Et la personne s'est tuée. Donc, je dis ça c'est un cas extrême. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, nous aussi, on vit des situations où on est dans l'incertitude, surtout avec toutes les nouvelles qui se passent dans les journaux ou les choses aussi qu'on écoute dans nos villes. Ouais. Et alors, des fois, on perd notre humanité, on est perdu. On est perdu. Et donc, pour récupérer cette humanité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un voyage à l'intérieur. Pas dehors. Vers soi. Revenir vers soi. Revenir vers soi. Oui, mais c'est difficile parce qu'il y a tellement plein de choses dehors. Mais c'est non seulement difficile, mais en lisant ton livre, je me disais, bon, on va revenir sur la question de l'intelligence émotionnelle, mais je me disais, cette émotion-là que d'abord tu l'as définie dans un chapitre, souvent on s'est fait dire dans une situation de travail professionnel, parler de ses émotions, hein, partager des émotions, c'était quelque chose qu'il fallait éviter. Oui. Tu sais, dans le discours commun, c'était ça. Maintenant, avec le livre, ce que j'ai constaté, c'est non, soyons capables d'aller vers nos émotions et d'être capables de les partager. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Mais oui, Patricia, en plus, en fait, je veux demander, juste lever de main, combien de personnes ont déjà pratiqué l'intelligence émotionnelle il y a 10 ans? Ah, quand même. Ben, je suis surprise et c'est très bien. Mais regardez, quand même, nous sommes un petit groupe et il y a très peu de personnes. Pratiquer l'intelligence émotionnelle? Oui. Concrètement? Oui, concrètement, c'est quoi? Parce que là, je voyais les gens qui lèvent la main. Parce qu'il y a des exercices à l'intérieur du livre. Mais comment on pratique ça? La question que tu poses, il y a 10 ans. Il y a quelques mains qui se sont levées. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on peut demander peut-être à une personne de nous dire c'est quoi pratiquer l'intelligence émotionnelle? Madame, vous avez qui veut se lancer? Je ne me souviens pas de l'auteur, mais l'intelligence émotionnelle, tu vas me le dire, l'auteur. Goleman. Oui, exactement. Moi, j'ai pris ses écrits et je les ai épluchés, étudiés, expérimentés pendant plusieurs années. Oui, mais Jocelyne, tu étais aussi dans une position privilégiée d'études, n'est-ce pas? Oui. Jocelyne, elle est une grande étudieuse. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, on ne fait pas cette matière. Non, ça, tu le dis, tu l'en parles. Ça, c'est... Et comme on ne fait pas cette matière à l'école, c'est très difficile après, comme autodidacte, d'avoir le temps, la volonté d'arriver à comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on ne le fait pas à l'école. À l'école, on étudie la géographie, on utilise beaucoup la mémoire pour des matières qui sont de mémoire, mémorisées, mais on utilise très peu notre cerveau vraiment pour réfléchir,
pour penser et surtout, dans le livre, moi je le dis, pour ressentir. C'est la grande différence ici. Oui. C'est le Le ressentiment. ressenti Oui. relié au corps et à l'émotion intérieure. Oui, oui, Parce que toi, tu as vraiment ton approche, c'est vraiment comment je me sens, Oui. comment je le ressens, puis comment mon corps manifeste ce ressenti-là. C'est vraiment être à l'écoute. Mais tu viens de dire quelque chose d'important. On ne l'apprend pas à l'école. Et tu en parles dans le livre, et Oui. effectivement, c'est pas enseigné. Tu parles aussi du passé qu'on a, la façon dont on a été éduqué. Est-ce que chez nous, à la maison, on parlait d'émotions? Est-ce qu'on nous donnait de l'espace pour parler de nos émotions? Il y en a pour qui ça a été, moi j'ai des gens très près de moi, là, pour qui l'émotion, c'était quelque chose qui ne se partageait pas, Oui. puis on n'offrait pas le terrain pour le faire. oui. Alors on fait quoi quand on arrive justement, Oui, et là on prend tous les exercices. Alors vas-y. oui. C'est Et- long, là, mon affaire. Oui, oui, oui. Non, Ouais. c'est long, mais Ça va être long. je veux prendre aussi des belles choses que tu as dit parce qu'en fait, chacune de nos familles nous a éduqués sans parler d'émotions, mais en montrant des émotions. Donc, des émotions dans les familles. Et moi, je parle beaucoup de ça parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, pour se comprendre, pour se connaître, il faut aussi aller en arrière dans notre histoire. Mais qui je suis? Où je suis née? Quelles étaient les émotions autorisées dans ma famille? Donc, par exemple, je veux dire qu'il y a des familles où la rage est abolie. Il ne faut pas être rageux. N'importe quelle chose qui se passe, eh bien, tu souris, tu es supérieur, tu ne considères pas ça. Il y a des autres familles où, par exemple, ça dépend aussi du genre. Des femmes rageuses, ça ne peut pas. Mais des hommes rageux, oui, parce qu'ils ont Ça, le c'est droit. bien vu. Ouais, ouais. Exactement. Donc, en fait, dans toutes nos familles, il y a eu quand même une éducation émotionnelle tacite. Et c'est pire, parce que quand c'est tacite, en fait, ce n'est pas évident. Et quand tu es un enfant, le problème, c'est quand tu es un enfant. Parce que quand tu es un adulte et tu comprends le scénario, c'est OK, tu peux redimensionner la situation. Mais quand tu es un enfant, en fait, tu absorbes. Et quand tu absorbes sans réfléchir. Et donc, tu deviens un adulte qui, par exemple, dans sa vie, il refuse les gens tristes. Parce que tu sais que la tristesse, ce n'est pas une bonne émotion, parce qu'à ta maison, avec des comportements tacites, quand tu étais triste, on te laissait dans un coin. Alors que quand tu étais rageux, par exemple, on te parlait, on te disait « calme-toi ». Moi, en fait, ce livre est le fruit aussi de beaucoup d'entrevues et de beaucoup de travail que je fais avec les entreprises, les directeurs, les présidents, les personnes. Et en fait, il y a des témoignages où vraiment, il y a des gens qui, en comportement, ils n'ont pas analysé le pourquoi, mais quand il y a des gens tristes, eh bien, ils les laissaient tomber. Alors qu'avec d'autres émotions, ils le reprendraient. Et ça, c'est une famille, des fois, c'est aussi la nation. Des fois, il y a aussi, je veux parler de la culture des pays. Ça, ouais, exactement. la culture sociale, ouais. Parce que ça aussi, ça en influence où je suis née, avec qui je suis née, dans quelle famille, quelle école j'ai. Et maintenant, quels médias sociaux je fréquente. Ouais, voilà. Parce que aussi, je vois que notre âge, c'est quand même des adultes. Il y a des très jeunes, mais il y a quand même des adultes. Et Il y a de l'âge d'or aussi. mais en fait, vous savez que maintenant, nous, on avait des influences de nos amis, des groupes des amis, et maintenant, les jeunes ont des influences des réseaux sociaux. Ouais. Donc ça aussi a un impact Mais énorme est-ce qu'il y a pas sur... justement, parce que tu en parles dans le livre des médias sociaux, est-ce qu'il n'y a pas justement là, malgré tous les défauts qu'on peut trouver aux médias sociaux, mais une occasion pour bien des gens, au-delà de la haine, là, de partager des émotions, d'avoir l'impression d'être entendu. Oui. Au-delà de la haine et des critiques terribles qu'on peut lire, là, mais Oui. les gens qui vont se confier, qui parlent de leur peine, qui parlent de ce qu'ils vivent, Oui. ils n'ont pas l'impression justement d'avoir comme une espèce de tribune pour dire, bon... Oui, c'est un bon point de vue et donc tu prends un angle très positif et très bienveillant. Et c'est vrai, il y a aussi des situations comme ça. Mais ce que moi je constate comme anthropologue, c'est que c'est aussi un symptôme
Donc, qu'est-ce que c'est les symptômes? J'ai besoin d'une machine ou d'un réseau où je n'ai pas vraiment une relation. Où je viens quand j'ai 10 minutes, où je passe le temps, mais c'est à moi de choisir. Et donc, moi, je parle aussi de ces symptômes qu'on est en train de avoir besoin des relations, mais on ne sait pas comment vraiment les conduire, les faire fleurir. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un retour exactement Mais à c'est l'intelligence. difficile de travailler avec les émotions. Moi, Ah, j'ai mais lu oui. le livre, avec, Mais comme oui. je te disais, avec beaucoup d'intérêt, mais c'est pas facile Oui. de rentrer en contact avec soi. Oui. Pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, mais c'est pas toujours facile de prendre le temps. Tu dis dès le début, prenez un papier, un crayon, accordez-vous du temps pour écrire ce que vous ressentez. Mais ça peut être effrayant aussi de faire ça. Oui, mais Patricia, ça c'est comment on dit, une piste. Merci de l'avoir déjà mentionnée parce que ça c'est une piste que je souhaite à tout le monde d'écrire. Écrire. Parce que quand tu as des émotions, même si tu n'arrives pas à les processer et tu commences à écrire, en fait ça va t'aider parce que tu es en train d'activer le néocortex. Et c'est très utile parce qu'en fait, il va t'aider à processer les émotions. Même quand je suis pleine de rage, eh bien, j'écris. J'écris peut-être des gros mots, j'écris des choses horribles. Mais après, je peux prendre la distance. Et c'est ça un petit peu, je dis en gros mots, la métacognition. C'est-à-dire de prendre la distance de soi pour pouvoir observer, mais qu'est-ce que s'est passé en moi? Mais pourquoi? Et moi, je parle beaucoup de déclencheurs. Oui. Donc, de connaître, parce que nous avons des déclencheurs. Tout le monde a des déclencheurs. Moi, j'en ai plein. Je les connais. Des fois, j'arrive à les maîtriser, des fois, non. Mais quand même, quand tu connais le déclencheur, eh bien, tu sais que déjà, tu es en train de t'approcher à cette situation. Et l'autre chose que moi, je dis, c'est ne perds pas contact avec ton corps. Je sens... Oui. Maintenant, moi, je sens mon cœur. Et est-ce que j'ai les joues rouges? Parce que je me sens avec les joues rouges. Non? Mais Écoute, toi, tu te sens comme ça. et moi, je me sens... Oui. Et ça, c'est très important, ce que je suis en train de faire. Parce que quand on est dans la chaleur de l'émotion et de l'enthousiasme, je parle avec Patricia, je sors. Mais la chose importante, c'est que j'arrive à revenir et écouter le battement de mon cœur et la chaleur de mes joues. Ça va m'aider à être dans une position presque de méditation. Mais pour en arriver à ça, parce que c'est vrai que tu nous donnes beaucoup de pistes pour être capable d'intégrer... bon, attends, j'efface. Donnons-nous une définition en partant de qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Pour toi, tu en parles dans un chapitre, mais mettons ça de façon claire pour tout le monde en partant, puis après je vais revenir avec les autres moyens. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de ressentir les émotions et de savoir les diriger sans être victime des émotions. Simple. Ça, c'est une définition assez simple. Ouais. Après, il y en a quand même beaucoup d'autres définitions, mais en fait, l'intelligence émotionnelle dérive de émotion. Qu'est-ce que c'est l'émotion? C'est un mouvement. Oh, mais c'est beau de voir tous les gens qui arrivent, mais je suis... En plus, c'est mes amis. Oui, waouh! Des émotions. Et- Alors, un mouvement. Oui. C'est un mouvement intérieur. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que t'aide à comprendre des mouvements intérieurs. Et on peut rester simplement comme ça. Quels sont les mouvements intérieurs que je sens? C'est sûr qu'après, je vais relier les sensations. Rappelez ça, SEP. S-E-P. Sensation,